Hop. On va attendre quelques minutes que tout le monde arrive pour ce petit webinaire sur le vibe coding et avec quelques petits bonus, parce qu'il y a quand même quelques petits éléments que j'ai envie de vous montrer aussi. Alors globalement, ça va durer 1 heure. Je dépasserai peut-être de 5 ou 10 minutes. On n'est pas à l'abri de ça, puisque voilà, j'ai plein de choses super intéressantes à vous montrer. Au niveau du déroulement, donc vous inquiétez pas, vous pouvez poser vos questions directement dans la section ici, dans questions-réponses dans le chat. Et à la fin, il y aura un petit moment directement pour que je puisse répondre aux différentes questions. Donc voilà, j'espère que vous avez pris 1 heure devant vous. On va attendre encore 2 minutes, puis on commencera directement pour pas perdre trop de temps. Et Lucille. Et on est déjà à une cinquantaine, donc très chouette. Très content de pouvoir faire ce webinaire. J'en parlerai juste après. Mais vous avez été nombreux et nombreuses à vous inscrire, donc c'est très cool. C'est un petit peu la première fois qu'on teste un webinaire de cette façon, sur ce genre de sujet. Donc très content que vous ayez été nombreux là-dessus. Moi, de mon côté, j'ai préparé pas mal de choses à vous montrer. On verra un tout petit peu de théorie, mais on sera vraiment dans de la pratique, des cas d'usage pour différents types de personnes, que ce soit du coup le côté RH, le côté formateur. euh, voilà. J'ai des cas d'usage pour beaucoup d'entre vous, donc ne vous inquiétez pas. Vous allez tout comprendre de ce qu'est le vibe coding. Et à la fin, voilà, 2 petits outils bonus que j'utilise énormément et que je voulais vous montrer. Hop. Alors, je vais partager mon écran et comme ça, on va pouvoir commencer tranquillement. Hop, écran 1 et normalement, on est bon. OK. Alors, comme ça, moi, ça me permet de faire mes derniers tests là-dessus. Hop. Et on commence dans 1 minute. OK, alors juste pour savoir, est-ce que vous voyez bien en grand écran la slide, du coup, le web coding, créer vos outils, est-ce que vous la voyez bien en grand écran? Hop. Alors, vous ne la voyez pas en grand écran. Ok. Alors, une dernière minute, je règle les derniers petits problèmes et on sera bon. Hop, on va laisser ça ici. Ok, et vous êtes déjà 65. Donc là, on devrait être bon pour voir. Hop. Ah ok, ok, voilà. Et là, normalement, si je me trompe pas, on est enfin bon.
Alors ça commence très mal, un webinaire sur un outil tech et que je galère comme ça pour afficher mon écran, mais tout fonctionne. Et donc si je fais ça, et c'est parfait. Tout fonctionne, tout est bon normalement. Hop. Et ok, au niveau des questions, faut jeter. Alors je vais vous activer le chat, comme ça vous pourrez directement hop, et répondre. Et on va pouvoir commencer. Alors, hop. Hop. Alors je crois que j'ai activé aussi ici les messages, les spectateurs. Testez juste un message dans le chat, et si ça fonctionne, on commence. Et bah parfait. Ok, bon, on introduit bien un petit webinaire sur des outils techniques alors que je galère avec Zoom. Et ben bonjour à tous, très content que vous soyez aussi nombreux voilà, pour ce petit webinaire sur le vibe coding. Donc, on va voir ce que c'est, on va voir comment surtout l'utiliser, parce que c'est bien de comprendre, mais nous, ce qu'on veut aussi, c'est des cas d'usage, des exemples, et là-dessus, j'en ai beaucoup à vous montrer. Hop, alors je vous ai fait un petit diapo bien sympa pour vous aider à comprendre. Alors déjà pour présenter ce petit webinaire est du coup possible grâce à Sido et Obahu. Donc si jamais vous ne connaissez pas, même si je pense que vous connaissez tous, voilà, Sido ça reste, enfin, c'est une agence de conseil en pédagogie avec du coup pas mal d'accompagnement, de digital learning, pas mal de communication pédagogique via le site Sidology. Euh, Si vous ne connaissez pas Sidology, je vous invite quand même à aller voir puisqu'il y a pas mal d'articles super intéressants et j'y contribue aussi avec voilà, certains articles que j'écris régulièrement. Et en plus de l'agence Sido, qui est l'agence principale, il y a le pôle formation, donc le côté Le Bahut. Euh, Très rapidement, je pense que vous connaissez aussi, mais le Bahut, c'est le pôle formation de Sido. Ce pôle formation propose pas mal de formations différentes, des plus courtes sur l'IA notamment, euh, et des un peu plus longue d'environ 10 jours, ce qu'on appelle le booster, que je vous représenterai à la fin, et aussi l'alternance avec Digital Learning Manager et chef de projet IA. Donc voilà, plein de choses super intéressantes. Et moi, pour me présenter, puisqu'on va rester ensemble à peu près une heure, donc, moi, je m'appelle Anthony Basile. Je suis docteur en sciences cognitives, donc j'ai principalement un parcours en sciences cognitives. Et pendant mon doctorat, j'ai pu creuser un peu plus l'interaction humain-machine, donc l'interaction qu'on a avec ces différents outils, leur usage, leur utilité, l'intérêt, comment ça fonctionne. Et vous retrouverez pas mal tout à la fin aussi, beaucoup d'éléments supplémentaires. Le petit livre blanc, alors, que j'ai écrit, donc petit, finalement beaucoup moins parce qu'il fait 80 pages, sur l'IA et l'éducation. Euh, je suis pas mal du coup depuis un an et demi chez Sido à faire de la formation et des conférences notamment. Euh, et enfin, voilà, ça c'est mon petit bonus Sido Le Bahut, c'est la chaîne YouTube Décoder Demain où j'essaie d'analyser certains articles scientifiques qui viennent de sortir sur l'IA et les sciences cognitives et de voir quel est l'impact sur la société, sur l'être humain, comment s'en servir, pourquoi, pour quels besoins. Voilà, maintenant que la petite présentation a été faite, passons à ce qui nous intéresse. Au programme de cette petite journée, enfin de cette petite heure, j'ai pas l'habitude de faire des petites présentations aussi courtes. On va chercher, alors je regarde juste s'il n'y a pas de problème, non, c'est bon. Bonjour à tous ceux qui viennent d'arriver. Euh, on va voir quatre choses. On va rapidement donc présenter le vibe coding et essayer de comprendre les principaux principes sous-jacents. Mais on va aussi chercher à comprendre pourquoi et dans quel cas l'utiliser. Vous allez voir, les cas sont vraiment très variés, c'est pas juste faire semblant de coder. Et ensuite, bah, en direct, peut-être que je me heurterai aux aléas du direct, mais on va faire trois petits éléments différents. On va vibe coder trois choses pour des besoins très différents, des cas d'usage très différents. Et à la fin, donc là c'est le petit bonus que je vous mets,
on parlera de deux outils qui sont actuellement incroyables. Voilà, je vous ai affiché les noms, je vous en dis pas plus. Ça prendra 5 minutes et c'est pour vous montrer aussi les nouvelles tendances qui arrivent. Alors déjà en attendant que je vous présente, est-ce que vous avez déjà essayé le vibe coding? Est-ce que vous connaissiez le vibe coding? N'hésitez pas à me dire et si oui, pour quel cas d'usage? Ça me permettra aussi potentiellement de pouvoir rebondir dessus. Donc, on a du oui, on a du non, on a du pas sûr. Ça va me permettre totalement de vous montrer. Alors, oui, tester sur Lovable, bah parfait, c'est Lovable que je vais vous montrer. Non, mais le nom est cool. Alors voilà, le nom Vibe Coding, vous allez voir, c'est américain. Et concrètement, qu'est-ce que c'est? Finalement, pas mal de personnes ont un petit peu testé, ou essayé, ou connaissent de nom. Alors, le Vibe Coding, c'est quoi? L'idée, c'est que ce qu'il faut comprendre, c'est que les modèles de langage, donc tout ce qui est à la base de ChatGPT, Gemini et autres, sont des modèles de langage, et ils sont doués pour le textuel, le langage. Mais le langage englobe pas mal de choses. Ça peut être le français, l'anglais, l'espagnol, mais un langage de programmation comme du JavaScript, comme du React ou autre, c'est aussi un langage. Et donc, ils se sont rendus compte depuis maintenant plusieurs années que les performances devenaient très bonnes sur la programmation. Moi, quand j'étais en thèse, c'était encore les balbutiements, mais c'était déjà plutôt correct. Et de plus en plus, on a maintenant des choses très performantes. Là-dessus, l'idée, pourquoi Vibe Coding, vous allez comprendre. L'idée de Vibe Coding, c'est de coder avec cette vibe. Alors, en fait, la vibe, c'est que vous aurez, pour coder, juste besoin de parler directement avec votre IA. Donc, je vous montrerai juste après. Mais vous avez juste à parler, à décrire votre besoin, ce que vous voulez et de quelle façon. Par exemple, je veux un site avec tel élément, telle chose, qui ressemble à ça, avec telle charte graphique. Le site va être fait. Ensuite, une fois que vous avez ça, s'il y a quelque chose que vous n'aimez pas, si vous voulez une nouvelle fonctionnalité, l'idée c'est de simplement dire maintenant ajoute ça, enlève ça déplace-le. Voilà, cette idée de vibe, alors, c'est très américain, hein, mais cette idée de vibe, c'est de simplement maintenant exprimer ses pensées pour qu'elles se concrétisent et qu'elles se réalisent. Voilà, en très rapide, l'idée du vibe coding. Pourquoi c'est intéressant? C'est beaucoup lié au fait que ces modèles d'IA ont beaucoup évolué. Euh, C'est-à-dire qu'au tout début de ChatGPT, quand on était sur la version 3.5, j'étais à ce moment-là en thèse, et pendant que je faisais de l'analyse de données et certains algorithmes, j'avais ChatGPT à côté qui me donnait des petits bouts de fonctions que je pouvais directement implémenter. Je n'avais pas à faire cette chose-là, il me le faisait. Mais il y avait des erreurs, c'était limité, c'était que des petits bouts, pas plus. Mais de plus en plus, ces modèles sont devenus très bons. Vous avez peut-être vu que dans l'évolution, on a de moins en moins besoin de leur dire et de tout préciser. Ils arrivent un peu à mieux deviner ce qu'on souhaite. Et donc là-dessus, grâce à ça, plusieurs éléments. On a eu, si vous connaissez ce qu'était le no-code, donc voilà, l'idée c'était que tout était un peu pré-configuré et on allait pouvoir ajouter des briques les unes avec les autres, euh, ou le low-code, voilà, pour construire quelque chose. Et on avait aussi directement le dev, le fait de passer par du coup ce qu'on appelle un IDE, donc un endroit où on allait vraiment développer. Le vibe coding vient s'intégrer au milieu de ces deux choses-là. Alors, petit élément supplémentaire si ça s'affiche, il y a deux façons de faire. La première, ici, par exemple, là c'est ce qu'on appelle un IDE. Alors là vous voyez c'est directement on a du code et on peut intégrer ici par exemple Claude sur le côté. Donc là vous voyez ma souris parfait. Et lui demander de faire des changements qu'il va directement implanter en fonction de tout ce qu'on a. Donc ça, c'est ce que les développeurs vont beaucoup utiliser. Comme ça, ils restent maîtres de leur code, on gère les différents fichiers et quand on a besoin, on peut directement utiliser ça. Mais on a une autre façon de faire. Hop. Et donc, c'est grâce à des outils comme Lovable, notamment, que j'utilise le plus. L'idée, cette fois, c'est que vraiment, tout est géré automatiquement par ces IA. Alors, on a beaucoup aussi de Lovable dans le chat. Voilà. Peut-être que je vous donnerai envie d'essayer après ces petits démos. Et concrètement, quels sont les cas d'usage? À quoi ça sert? Alors, juste avant de vous montrer plein d'exemples, il faut se dire que, vu qu'on peut un petit peu faire tout ce qu'on souhaite,
Alors, c'est une phrase qui est un peu bateau et que je dis souvent, la seule limite, c'est votre créativité. Voilà, c'est assez bateau comme phrase, mais en fait, l'idée derrière, c'est que, par exemple, en tant que formateur, vous pouvez créer un petit schéma interactif pour montrer et expliquer une notion complexe. J'avais fait ça quand je parlais des réseaux de neurones. Plutôt que de montrer l'élément théorique, bah, ce que j'avais fait, c'était de vibe coder, entre guillemets, un petit élément qui allait montrer les différentes étapes où on allait pouvoir interagir, mettre des valeurs et suivre le processus. On peut aussi créer ses propres petits quiz bien mis en forme. Pour un dirigeant, pour un manager, on peut prototyper une petite application en 1 heure. L'idée ici, à l'inverse, c'est OK, j'ai une idée en tête d'une application, je ne sais pas si dans ma boîte ça va être accepté, si ça sera utile. Plutôt que de partir sur un gros projet directement, on peut vibe coder un petit outil, le laisser à l'équipe, voir si ça fonctionne, si c'est accepté, et si c'est accepté, potentiellement le pousser davantage, le mettre en production. On peut tester ce qu'on appelle des MVP, donc Minimum Viable Project. Donc voilà, je développe un petit outil, je vois si les clients l'apprécient, si oui, je le développe davantage, sinon je le laisse de côté. Ou même, ce qu'on fait beaucoup, Sido Bahut, c'est des outils internes sur mesure pour directement nos besoins. Plutôt que d'utiliser un outil, alors ça demande un peu plus de compétences, mais plutôt que d'utiliser un outil qui, ici, va être adapté pour tout le monde, c'est vraiment suivant nos besoins. Et là-dessus, alors juste avant, je vais quand même vous montrer des exemples. Alors hop, parce que des exemples, j'en ai beaucoup. Je vais vous montrer 5-6 exemples pour que vous voyez concrètement ce que ça donne. Et après, on passe à la démo en live sur 3 éléments. Le premier, donc c'est toujours issu des formations que je donne, ce qui me donne beaucoup d'exemples à montrer, puisque maintenant ça fait quand même plusieurs mois que je le présente, donc voilà, j'en ai des trentaines des exemples. Le premier, ici, c'est par exemple pour un petit séminaire. Pour un séminaire d'équipe, souvent, on va envoyer un mail pour dire, voilà, c'est à telle adresse, à tel endroit. Ce qui manque finalement un petit peu ah, c'est pas très engageant. Ici, une des personnes a voulu faire donc une page pour un séminaire plutôt que le simple mail. Et ici, en 2 prompts, donc elle a tout décrit, on verra exactement le processus après. En 2 ou 3 prompts maximum, ça lui a donné ça. Hop, cap sur la mer pour Noël, alors ça me donne beaucoup envie. Cette année, on quitte Lyon pour prendre un grand bol d'air. Objectif du séminaire, la destination avec une petite image, les calanques, 3 jours de magie pour le programme. Hop, séminaire qui a l'air très très cool. Choisissez votre aventure. Voilà, on voit un petit peu tous les éléments à prévoir et ça donne beaucoup plus envie et qu'un petit mail. Et ici, bah, elle a simplement mis 2 prompts directement. Et en plus, ça on verra après, elle peut directement s'inscrire et on peut avoir accès à toutes les informations mises par les utilisateurs. Deuxième exemple, alors on avait à peu près la même chose ici, sur une autre façon de faire pour montrer encore quelque chose pour Noël, avec un petit questionnaire. Pareil, ici, hop, tu es collaborateur, invité, tu seras présent. Donc voilà quelques cas d'exemple. Ensuite, on avait ici, par exemple, un petit outil de révision, c'est-à-dire qu'il y allait avoir des quiz, hop, vocabulaire, enrichis ton vocabulaire sans effort. Choisis ton mode, anglais, français. Et on allait devoir donner les différents éléments. Donc pas mal pour les formateurs. Ici, alors, une des personnes que je ne citerai pas a fait un petit match sur notre rapport à l'IA. Et encore une fois, plutôt que de se faire un simple questionnaire sur un Kahoot ou autre, on a quelque chose, quand même, une interface qui est bien plus belle. Tu plonges dans une réflexion, hop, suivant. Vous voyez, c'est beaucoup plus interactif, c'est beaucoup plus engageant, c'est beaucoup plus gamifié. Euh, Ça donne beaucoup plus envie finalement. Encore une fois, ici, le premier prompt et pas plus que ça. Oui, le replay, si j'ai bien, ouais, j'ai enregistré, donc le replay sera bien sûr dispo pour ceux qui ne restent pas. Alors après, je vais arrêter avec mes exemples. Je vais vous en montrer un dernier si j'ai. Euh, Hop. Donc ici, une personne qui avait fait un petit outil pour directement ses vacances à plusieurs avec le menu, hop, planifier les repas. On avait les courses à faire, on avait ici les comptes et le lien. L'idée, c'est que c'était voilà, c'était vraiment adapté à ces personnes-là. Voilà déjà en gros pour vous montrer quelques exemples de tout ça. Et justement, maintenant, il va être temps de tester directement. Alors déjà, j'espère que ça vous a montré
un peu plus d'éléments, mais vous allez tout comprendre quand on va tester. Juste avant, petite précision technique. Et vous allez voir pourquoi c'est aussi fort en fait d'utiliser ces outils. Si c'est aussi fort, c'est que de façon générale dans le dev, pour créer une application, on a plusieurs éléments à prendre en compte. Très rapide, on a le front-end. Le front-end, en fait, c'est vraiment ce que vous allez voir. Par exemple, là, c'est ce qui s'affiche directement à l'écran. La vitrine, l'interface, voilà. Toutes ces choses-là. Donc, on a le front-end. Mais pour ce front-end, par exemple, je ne sais pas, sur un outil qui nous permet de voir la distance entre deux éléments. On a le front-end qui affiche la carte et ses éléments. Mais on a aussi quelque chose, le back-end, et le back-end va permettre de faire tous les calculs, la distance entre le point A et le point B, le fait de se rappeler que l'utilisateur a ce compte. Voilà, toutes les informations vont être stockées, tous les calculs vont être faits, mais pas affichés directement. C'est ce qu'on appelle le back-end. Donc le front-end, c'est tout ce qui va s'afficher. Le back-end, c'est tout ce qui est stockage, gestion de base de données, calcul en arrière-plan, enregistrement, logique, etc. On a ces deux éléments qui doivent du coup être connectés. Et on a donc l'API. L'idée, c'est que vous allez devoir connecter à d'autres applications, potentiellement, par exemple à Google Maps pour faire des itinéraires. Vous allez devoir faire plein de connexions. C'est les trois éléments principaux. Et ça, donc de base, avant les outils comme Lovable, c'était pas forcément évident parce qu'il fallait d'abord faire le front, puis le back. Ça demandait quand même une certaine compétence. Maintenant, avec le vibe coding, et c'est ça qui est très fort, c'est que tout est fait à votre place. C'est-à-dire que le front et le back vont être créés, vont être connectés, euh, sans que vous n'ayez à le faire. Ce qui enlève quand même une grosse, euh, une grosse complexité. Oui, du coup, je montrerai juste après aussi comment héberger, parce que c'est aussi très facile. Donc voilà, c'est juste pour vous montrer qu'en fait, ça va pas juste coder à votre place, ça va aussi faire toute l'infrastructure. On verra les limites, bien sûr, à la fin. Voilà, là-dessus. Pas besoin d'aller plus loin que ça. Vous avez, je pense, ici la compréhension des différents éléments. Et pour ça, je vais vous présenter donc trois démos. Donc, le premier, un mini site vitrine, et je vais même, je pense, changer sur un autre élément que je trouve encore plus pertinent pour vous. Hop, alors, que je m'y perde pas dans mes fenêtres. Comment tout ça fonctionne? Donc ici, on est donc sur lovable.dev, Lovable.dev. Il y a plein d'équivalents. Honnêtement, on a fait beaucoup de tests. On trouve que le plus puissant, c'est Lovable. Ici, on a donc la fenêtre pour directement demander ce que l'on souhaite. Alors là-dessus, je vais vous faire donc un premier exemple. Hop. Ce premier exemple, ok, je vais vous montrer ça. Alors, je vais copier-coller un prompt que j'ai déjà écrit pour pas perdre de temps. Ici, l'idée, c'est que vous passez en amont par ChatGPT ou autre pour vous aider à faire le prompt. Admettons, ici, hop, je vais venir coller directement. Quel est l'objectif de ce que j'ai demandé de faire? Créer une application web de visualisation de données qui prend un jeu de données préchargé et le transforme en dashboard interactif avec des graphiques, des insights automatiques et des explications. L'idée de cette chose-là, c'est, OK, j'ai un CSV avec plein de données. Par exemple, je ne sais pas, un rapport d'analyse, ça peut être avec un bilan d'activité, ça peut être ces choses-là. Et toutes ces données, bah, elles sont pas forcément très visuelles. L'idée, notamment si on le montre à des supérieurs, au pôle marketing pour qu'il en parle, voilà, même le directeur, il faut qu'il puisse comprendre rapidement l'impact et les intérêts. Et donc l'idée ici, c'est qu'on peut l'utiliser pour rendre plus beau graphiquement finalement et interactif ces différentes données. Donc c'est ce que j'ai mis dans le prompt. Honnêtement, je ne me suis pas cassé la tête. J'ai juste expliqué directement à ChatGPT, donc plutôt Claude en ce moment, parce que Claude est bien meilleur et qu'on reste plutôt sur ChatGPT. Mais sur Claude, j'ai simplement décrit, voilà, je vais utiliser Lovable, voici ce que je veux faire. Maintenant, donne-moi tous les éléments pour arriver à ce résultat. Il m'a fait un prompt, et ce prompt-là, je vais directement le coller. Voilà, donc là, c'est des données fictives pour qu'il puisse l'utiliser. Donc ici, je vais envoyer. Hop, et donc ça va être en train de charger. Et vous allez voir, tout va se construire en direct.
En attendant, oui, il y a une connexion directe avec GitHub. Donc, tout ce que vous faites là, si vous pouvez totalement le récupérer. C'est pas du tout cloisonné ou autre. Vous pouvez, là, on voit en haut, il y a la petite icône, hop, GitHub. On peut directement le connecter et tout récupérer et ensuite passer pour du dev nous-mêmes. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a à l'écran ici? Donc, on a mon prompt que j'ai fait. Ensuite, on a donc la petite interface où on va pouvoir itérer finalement comme pour ChatGPT ou Claude, ou je dis ChatGPT, c'est le langage le plus courant, mais on va pouvoir itérer à cet endroit-ci. Ensuite, ici, sur le plus, on peut ajouter des fichiers. Par exemple, j'aurais pu, si j'avais une charte graphique, euh, prendre un screen par exemple de mon site web et du coup lui dire bah, garde la même charte graphique. J'aurais pu lui donner aussi des connaissances ou autres. Ensuite, donc là, si ça marche bien, euh, on voit qu'il est en train de travailler. C'est-à-dire que comme ChatGPT, ici, il va construire les éléments les uns après les autres. Et est-ce que ma connexion n'a pas sauté puisque on ne voit pas le déroulé. Normalement, vous voyez le déroulé. Il y aura peut-être un ou deux bugs puisque c'est du direct à 100%. Euh, mais voilà, dans l'idée, vous allez voir que tout va être créé au fur et à mesure. Et j'ai l'impression qu'il galère un petit peu. Voilà, vous inquiétez pas, ça prend toujours quelques minutes, notamment à être créé. C'est tout à fait normal. Tous les prompts, je vais les partager, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, je partagerai tous les prompts. Je partagerai aussi directement le support de présentation. Ça devrait vous intéresser. Et OK. Alors, premier aléa du direct, ça n'a ici pas fonctionné. Hop, on va retourner au dashboard et on va recommencer. Alors ici, je pense juste que c'est parce que j'ai plein de fenêtres en même temps, plus zoom, plus tout ça. Donc on va réessayer une deuxième fois et on va voir ce que ça donne. Hop, je vais en même temps quitter certaines applis, ça devrait le libérer. Hop, voilà, là c'est bon. Là vous voyez, ce qu'on a à l'écran, c'est directement le plan qu'il s'est fait. Donc on voit tout ce qu'il installe, tout ce qu'il produit, on voit les étapes qu'il s'est mis. Honnêtement, ça prend entre 2 et 4 minutes. Vous verrez, parce qu'en fait, il est en train de créer tous les éléments. Une fois que ça sera créé, on a vraiment cette idée de vibe coding qui va arriver, puisque on va pouvoir en direct, là, voir ce qu'il nous a proposé et se dire, OK, ça j'aime pas. Et directement, comme vous parlez à vos modèles de langage en lui disant, bah, modifie telle partie, améliore ça, change ça, on va pouvoir faire directement la même chose. Pour patienter, euh, parce que j'avais prévu que, il fallait meubler pendant quelques minutes à chaque fois. Je vais vous montrer un autre élément que j'ai déjà préparé à l'avance. Hop, c'est celui-là. Admettons ici, j'ai fait à peu près la même chose. Donc là, vous voyez mon écran. Hop. Ici, j'ai fait la même chose. Je lui ai dit, tu es un expert en UI et UX design. Donc en fait, c'est le côté front, expérience utilisateur. Si jamais je voulais me faire un portfolio en fait pour moi-même. Euh, voilà, si vous voulez vous faire un portfolio, même pour votre entreprise ou autre, et qui est un petit peu différenciant du reste, vous allez lui donner tous les éléments comme ça de façon brute, hop, et il va vous produire donc ce résultat. Explorer les formations, une approche différente de l'IA, blablabla. Ici, je pourrais dire maintenant, admettons, je trouve que une approche différente de l'IA avec les 4 points affichés comme ça, c'est pas très pertinent. Change la façon de l'afficher. Point intéressant, c'est responsive. C'est-à-dire que en fonction de si c'est sur mobile ou autre, et je vais enlever tout ça, hop. Si c'est sur mobile ou autre, ça répond totalement et tout ça s'adapte. Alors on va voir où on en est. Euh, En attendant que ça finisse de charger, là on voit qu'il est sur le dernier élément. Euh, Les limites, il y en a plusieurs, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur de la production à grosse échelle. Je vous en dirai un peu plus tout à l'heure, mais l'idée, en fait, c'est plus de faire soit des petits prototypes en interne, des petits outils en interne, de tester quelque chose, voir si ça prend pas.
faire des choses pour les apprenants, mettre en forme d'une façon un petit peu différente, que ce soit du coup, plutôt que de faire un mail de séminaire, de faire une présentation d'un séminaire. Parfait. L'IA au travail en France, baromètre 2025, et normalement, ça va, s'il n'y a pas de problème, ça va s'afficher. Alors, la petite prévisualisation, alors normalement, du coup, vous voyez tout dans le détail. Ici, euh, alors je suis pas allé non plus très loin, j'ai pas dit ce que je voulais exactement, mais du coup, mon rapport, donc on va dire mes données que j'avais sur le pourcentage d'utilisation de l'IA, sur les heures gagnées et autres, je vais simplement donner pour lui dire de mettre ça en page et en forme pour que ça soit compréhensible et visuel. J'aurais pu demander en plus de l'interactivité, je ne l'ai pas fait ici. Donc, ce qu'on voit, 72% utilisent l'IA, 4 heures gagnées. Hop, le pôle tech, le pôle marketing, le pôle finance, avec 68 répondants, temps gagné, satisfaction. Hop, avec une petite ici phrase de conclusion, le fossé générationnel, hop, 18-25, 25-36, le fossé net, outils et usages, Microsoft, outils à intégrer, cas d'usage. Hop, la courbe d'adoption. Ici, le premier point, on voit que on peut finalement beaucoup plus mettre en forme des données. Donc ça peut servir à la mise en forme. Comme je vous ai montré tout à l'heure, ça peut être mise en forme de quiz pour mettre tout un petit univers autour, mise en forme de données pour présentation plutôt que le traditionnel PowerPoint, euh, notamment si par exemple vous voulez l'envoyer à toute une équipe. Voici déjà le premier cas d'usage. Donc je vous en ai préparé deux autres. Hop, et je suis parfaitement dans les temps, donc on est bien. Le deuxième cas d'usage, pour aller un petit peu plus loin. Hop, on va revenir au dashboard et que je retrouve ma petite présentation. Voilà. Donc, alors, petite chose intéressante, essayez là d'imaginer un petit peu en vrac dans votre tête, un petit peu ce que vous créeriez directement avec cet outil. Vous ne connaissez pas forcément encore les limites, mais l'idée aussi, c'est qu'on peut aller assez loin. Et donc, il faut chercher finalement des idées. C'est-à-dire que au tout début, on ne sait pas forcément quoi faire. À force de tester, à force de réfléchir, on va trouver quelques cas d'usage et puis de plus en plus. Par exemple, moi, pour une formation en sciences cognitives, je parlais euh, du test de Stroop. Le test de Stroop, très rapidement, je pense que vous le connaissez ce test, c'est quand il y a différents mots décrits en noir et blanc, par exemple bleu, rouge, vert, jaune, et il faut dire qu'est-ce qui est marqué. Mais ensuite, le mot bleu est écrit en vert, le mot rouge est écrit en jaune, donc ça fait une confusion. Et plutôt que de le présenter théoriquement, bah, j'ai codé un petit outil très rapidement pour faire passer cette expérience. Est-ce que vous avez dashboard interactif? Honnêtement, dashboard interactif, très pertinent. Justement, ça me permet de vraiment mettre les données en forme, de comprendre visuellement les principaux indicateurs. Euh, une petite appli pour aider les collégiens à apprendre. Ça, c'est aussi très intéressant parce que on a des outils déjà qui existent, mais ici, on peut vraiment, par exemple, si avec votre classe, vous êtes, je ne sais pas, en français et que vous avez étudié certaines personnes, vous pouvez faire une petite charte graphique autour de ces sujets-là, ce qui donne aussi un engagement plus important de voir que c'est agréable à utiliser. Euh, présentation synthèse interactive des trois scénarios de rénovation. Voilà. C'est assez cool finalement, vous avez plein de petites idées. Ensuite, histoire de... Ici, avant de commencer la deuxième chose, je voulais juste mettre un petit côté sciences cognitives aussi de finalement ce que ça permet. C'est-à-dire que en fait, on va enlever une certaine charge, la charge extrinsèque ici de gestion des erreurs, de configuration, de syntaxe. Parce que finalement, si vous, par exemple, vous aviez essayé d'apprendre à coder pour faire ce genre de choses, vous allez rencontrer beaucoup de problèmes. Si c'est pas votre cœur de métier, si par exemple vous êtes concepteur, manager ou autre, et rencontrer des problèmes. L'idée ici, c'est plutôt de vous dire, bah voilà, j'ai mon expertise propre, j'ai ma logique métier, et je vais déléguer en fait tout ce qu'on appelle du coup la charge extrinsèque, qui va me gérer tout ça, pour que moi je n'ai plus qu'à me concentrer sur ce que je veux faire et pourquoi. Voilà, c'est un petit peu aussi les intérêts, les vrais intérêts, je trouve, derrière. Mais faites attention à ne pas tout décharger. C'est-à-dire que là, il faut quand même regarder si les résultats sont bien justes. Le site était assez beau, on a envie de dire, OK, bon, bah, tout est parfait. C'est beaucoup montré qu'en fait, l'IA, enfin, ces modèles de langage deviennent tellement bons qu'on ne vérifie même plus ce qu'ils font. Donc voilà, faites vraiment attention.
si vous faites toute une page comme ça, c'est comme ce que je viens de faire, là-dessus, prenez le temps un petit peu de relire, histoire qu'il n'y ait pas d'erreur qui soit mise. Ensuite, et je vois dans le chat plein de questions très intéressantes que je répondrai juste après. Euh, Ensuite, l'élément suivant, hop, que je vais vous montrer, c'est ici le petit chatbot. Ce chatbot, euh, potentiellement, vous avez déjà fait des chatbots. Donc, un chatbot, qu'est-ce que c'est? C'est simplement une interface avec laquelle on peut communiquer en langage naturel. Et qui, derrière, c'est une IA qui va communiquer avec nous. Ces chatbots, vous en avez peut-être déjà fait avec des chatbots comme les GPTs, comme avec Gemini les GEM. On peut ici aller un petit peu plus loin. Hop, et je vais vous montrer du coup comment faire un petit chatbot. Hop, que je retrouve ma page. Parfait. Alors, encore une fois, je vous ai déjà fait le prompt et je vais vous l'afficher. Tac. Alors, copier-coller ce prompt. Hop. Ici, le prompt que j'ai fait, encore une fois, j'ai vraiment simplement délégué à Gemini, non, ou à Claude. Créer une application web de chatbot avec un design futuriste et soigné. Voici les spécifications. Concept, le chatbot s'appelle RH9000. C'est un recruteur IA du futur, année 2047, qui est désabusé par les humains et trouve que les humains sont inefficaces lents. Hop. Technique connectée à l'API. Voilà, en fait, ici, ce chatbot va être connecté directement à ChatGPT, Claude ou Gemini par l'API. C'est-à-dire que quand je vais lui poser une question, il va répondre en se basant sur l'API, donc directement la connexion avec ChatGPT ou Gemini. Ici, petit élément technique que je vais vous montrer. Il faudra donc donner une clé API. Hop. Ici, on va cliquer sur Envoyer. Et moi, de mon côté, je vais préparer ma clé API que je ne vous montrerai pas. Euh, hop. Mais on va voir que ça va faire un chatbot, du coup, beaucoup plus beau que ce qui aurait pu être fait par d'autres outils. Hop, on va aussi enlever ça. Hop. Alors, encore une fois, on va attendre que ça charge. Ça ne, Si ça ne plante pas, hop, et j'ai l'impression qu'encore une fois, ça a planté. Je crois qu'il va falloir que je change d'ordinateur. On va relancer Go to Dashboard. Voilà, normalement, ce genre d'erreur, vous ne l'avez pas. C'est que moi, mon ordi commence à être assez vieux et qu'il gère pas très bien euh, tout ça en même temps. Mais l'idée ici, ça va être de refaire finalement un petit chatbot parfait. Là, vous voyez qu'on a le syncing, donc c'est que ça fonctionne. Hop. Là-dessus, ce qui va être super intéressant aussi, c'est que vous allez pouvoir finalement choisir un petit peu le design de votre chatbot. C'est-à-dire que quand on est avec des GPTs, des GEM ou autres, on va créer le prompt, ce qui est super important, mais derrière, on ne peut pas euh, travailler tout ce qu'il y a autour, l'interface, les éléments supplémentaires. Ici, ça va pouvoir être directement fait. Et c'est ça donc qui va être super intéressant une fois que ça sera déployé. Alors attendez, que je prenne ici ma clé API. Pour la clé API, à quoi ça sert, pourquoi, de quelle façon? En fait, une clé API, c'est aussi quelque chose donc, qui va sécuriser en fait, le lien entre le chatbot là qu'on est en train de créer, qui va discuter avec OpenAI, Claude directement, mais ça va aussi compter en fait l'usage, parce que vous allez devoir payer. Donc vous n'allez pas payer par exemple 20 € par mois, vous allez payer à chaque fois qu'il y a une requête qui est faite, donc un message qui est envoyé, vous allez avoir une réponse, et alors je n'ai pas les tarifs en tête, mais ça doit être de l'ordre du micro-centime pour chaque réponse générée en fonction des modèles. Voilà, ça va permettre aussi pour eux ok, vous avez utilisé nos serveurs, vous allez payer du coup à chaque fois que vous les utilisez. Hop, en attendant, ouais, ici donc ça va être aussi toute l'idée, c'est que ça peut s'intégrer dans un LMS. Alors encore une fois, ça dépend. Faut commencer à aller un petit peu plus loin. Euh, Si vous voulez creuser, par exemple, grâce à ce genre de choses, vous pouvez en faire ce qu'on appelle un iframe. Donc il y a des sites qui existent là-dessus. Ça va vous transformer en iframe et vous pourrez l'intégrer directement dans un embed. Euh, J'irai pas plus loin là-dessus.
D'ailleurs, on a fait une vidéo, je crois, sur le bahut. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail ou un petit message et je vous donnerai plus d'informations. Mais voilà, si ça vous intéresse, quand vous publiez cette chose-là, ensuite, vous pouvez du coup le convertir en iframe et l'intégrer directement dans les LMS. Hop. Ensuite, sur la sécurité, ça je vous en parle juste après. Alors en attendant, petit élément, comment on fait une fois que j'ai fait mon petit site web, mon chatbot ou autre pour que les gens l'utilisent? On va ici cliquer sur publier. Et simplement en cliquant sur publier, euh, on va du coup directement avoir, alors je vais le faire, j'ai juste pas envie que ça casse tout. Voilà, on va juste cliquer sur publier et automatiquement il va me donner une adresse gratuite qui est ici sentiment-states.lovable.app. Hop, parfait, ça a marché. Et on pourra du coup le continuer. Et donc voilà, ça sera notre URL directement. On n'a rien besoin de faire de plus. Si jamais on veut un site, enfin un nom de domaine personnalisé, on peut aussi totalement, et encore une fois, tout est fait pour nous. C'est-à-dire qu'on aura juste à cliquer sur Add a Custom Domain. Euh, alors, j'ai fait une petite erreur, je me suis trompé de prompt. Hop, c'est pas grave. Mais en tout cas, ici, vous avez juste soit à cliquer sur Continuer, et ça va vous donner cette adresse, cette URL, ou alors, directement, vous allez cliquer sur Continuer et ajouter et choisir l'URL sur mesure. Alors bien sûr, un URL sur mesure, ça va être payant. Bon, puisque j'ai fait une petite boulette et que je me suis trompé de prompt, je vais vous montrer ce que ça aurait dû donner normalement. Hop. Ici, normalement, le bon prompt, c'était celui-là. Créer une application web de chatbot avec un design futuriste et soigné. Voici les spécifications. Le chatbot s'appelle blablabla. Donc j'ai simplement donné ça. Ensuite, hop. Ensuite, il m'a demandé donc et je vais pas le montrer, ma clé API. Et c'est tout. Et maintenant, ça m'a donné ça. Hop. Et donc, pour voir ce que ça donne en temps réel. Ah, encore un spécimen d'Homo sapiens. Bonjour, je suis RH9000, votre recruteur artificiel. Je suppose que vous avez réussi à vous lever ce matin sans avoir de 3 alarmes et d'une perfusion de caféine. Je peux dire, bah, écoutez, bonjour, on va voir juste ce qu'il me dit. Parce qu'ici, on passe un petit entretien d'une recruteuse qui n'aime pas les humains, mais qui, pour des raisons de quota, est obligée d'avoir des humains dans son entreprise. Donc, un petit scénario futuriste. Et voilà, donc elle est obligée de recruter un humain et elle cherche le meilleur humain possible. Et donc, il va falloir un petit peu la challenger pour lui montrer qu'on est bon. Ah oui, les rituels socio-humains. J'oubliais que votre espèce a besoin de ces petites formalités pour se sentir à l'aise, comme un chien qui doit renifler avant d'interagir. Ok, très sympa la comparaison. Alors, quel poste convoitez-vous ou faut-il que j'attende que vous ayez fini votre café matinal? Euh, je sais pourquoi je suis là. Pour, hop, on va dire que, on va rester dans ce que je sais faire, du coup, pour être euh, réfé- référent IA et vous aider à bien faire la transition humain-IA. Et finalement, là, on va pouvoir discuter. Alors là, c'est un petit scénario un peu marrant, mais encore une fois, avec les chatbots, on peut faire plein de choses. C'est-à-dire que j'aurais pu en faire plutôt un vrai outil de recrutement pour que des personnes puissent tester un peu leur répartie, toutes ces choses-là, directement sur ce genre de scénario pour s'entraîner. J'aurais pu aussi faire un petit chatbot, par exemple, je sais pas, qui permet de s'entraîner au marketing, à des choses comme ça. J'aurais pu faire un petit chatbot qui m'aide à rédiger mes mails. Voilà. Il y a plein de scénarios possibles. Et euh, qu'est-ce qu'il me dit? On va pas le faire jusqu'à la fin, calcul de probabilité, blablabla. Voilà. Du coup, voilà pour le petit exemple aussi sur un chatbot. Donc là, ce que vous voyez un peu finalement, c'est qu'on peut faire plein de choses très différentes les unes des autres. On peut faire, par exemple, juste un élément de quiz, une espèce de page de profil, une page d'entreprise, quelque chose pour un séminaire, un chatbot qu'on peut mettre en forme avec juste cette histoire de clé API. J'avais testé aussi de mettre en forme, par exemple, des articles scientifiques. Bon, dernier exemple que je vous montre, après je stoppe les exemples. Euh, un, un article scientifique, par exemple, ici. C'était toutes mes réflexions sur LinkedIn. Euh,
Le fait que de plus en plus d'articles montrent que en fait, l'IA ne réduit pas le travail, elle l'intensifie. Bah, plutôt que de devoir lire l'article complet ou de devoir l'expliquer aux gens, hop, je lui ai demandé de me faire un petit site interactif directement sur l'article et je lui ai envoyé l'article. Et donc, 8 mois d'observation, on a les éléments clés ici directement, une journée de travail avant et après l'IA pour se rendre compte visuellement des choses. Ça permet de rendre vraiment visuel en fait tous les éléments. Avant l'IA, avec l'IA, hop, et on voit que on finit. Et si vous voulez tout savoir, moi je me situe bien là-dedans, puisque comme je l'avais dit dans la newsletter, il m'arrive, sans m'en rendre compte, de discuter avec l'IA pour me challenger mes idées, me pousser dans ma réflexion, mais finalement de continuer encore une fois à travailler avec l'IA. Et donc il y a une vraie réflexion à avoir aussi sur la façon dont on l'utilise, comment, euh, etc., etc. Hop, trois formes d'intensification, hop, accélération du rythme, ça ressemble à ça. Comment l'IA fait exploser votre fiche de poste? Admettons, je suis designer, activer l'IA. Hop, on a des tâches qui se rajoutent. Là, vous voyez qu'en fait, c'est les mêmes éléments, mais tout devient beaucoup plus interactif, plus dynamique. On retient mieux parce que toutes ces informations sont présentées et contrastées. Un petit simulateur, votre dette cognitive. L'IA vous génère trois versions d'un texte. Il faut choisir la meilleure et corriger les détails. Ça m'arrive. Vous lancez un agent IA sur une tâche, ça m'arrive. Et à la fin, ça vous donne un petit profil. Ok, il y avait aussi ça, tac. On peut venir équilibrer, voir à quel point on l'utilise. Voilà. Finalement, on peut faire plein de choses différentes. Bien sûr, ça serait un peu plus complexe si c'est des gros outils. Euh, et dernier point, avant de passer à la fin, là vous voyez que j'ai discuté avec mon chatbot. Mais pour l'instant, rien n'est stocké. Je vous ai tout à l'heure parlé du front-end et du back-end. Ici, j'ai, à moins que je l'ai fait, je ne pense pas, ce que je pourrais faire, si je veux que toutes les conversations soient stockées et qu'il y ait un profil utilisateur, bah, je pourrais tout simplement lui dire, maintenant, crée la base de données et stocke les discussions. Et ensuite, une base de données va être créée. Et ici, j'aurai un petit élément où je pourrais cliquer, bah, voilà, qui est déjà là. Ici, database. Et donc, je ne l'ai pas créé, mais j'aurai une table de données avec les discussions, les personnes, la date, etc., etc. Et le dernier point, on peut aussi donc créer des utilisateurs, des connexions. Mais là, on va commencer à rentrer dans des choses un peu plus complexes. Honnêtement, atteignables, les formations là-dessus, on les fait en 2 jours et demi, si je ne me trompe pas. Mais voilà, ça demande un petit peu plus de travail là-dessus. Et hop, pour finir, et je vais remettre zoom sur le côté. Hop. Et pour finir, ce qu'il faut comprendre, parce qu'on parlait des limites un petit peu, des limites de ce qu'on peut faire, de ce qu'on ne peut pas faire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça marche très bien, comme vous l'avez pu le voir, sur des MVP et prototypes. L'idée vraiment derrière ça, c'est de tester une idée et de la mettre en application rapidement, voir si ça convient, est-ce que les gens vont l'utiliser, pas l'utiliser, quels sont leurs retours. Si on voit que c'est pas beaucoup utilisé, alors on va laisser de côté. Si c'est utilisé, on peut se dire, bon bah, on va passer à plus grosse échelle et on va développer cette solution. Ça peut être des outils internes et dashboard. Par exemple, admettons dans votre entreprise, vous êtes en train de retravailler les process, un outil vraiment sur mesure pour les différentes équipes, plutôt qu'un outil générique, ça peut être super intéressant aussi. Et en termes de sécurité et autres, si c'est un outil interne en fonction, c'est pas très grave. Landing page, marketing, mise en forme, voilà, tout ce qu'on a vu. Par contre, attention, en termes de sécurité, parfois ça peut être un peu léger. Euh, Ici, c'est uniquement si vous comptez le produire à grosse échelle. Donc ça, je ne vous conseille pas. Si vous comptez le vendre, je ne vous le conseille pas. Euh, Honnêtement, ils sont beaucoup améliorés là-dessus. Néanmoins, c'est pas non plus les meilleurs sur la sécurité, ne serait-ce parce que nous, ou en tout cas ceux qui l'utilisent, ne sont pas très bons là-dessus et ne vont pas donner les bonnes indications. Mais c'est quand même plus sécurisé maintenant. On a de la connexion via Google et autres, donc c'est beaucoup plus sécurisé. Si c'est uniquement fait à 100% comme ça et que vous faites un énorme projet d'application, vous allez commencer à rencontrer des erreurs qui deviennent compliquées. On peut pas créer un énorme outil fait pour 10 000 personnes. Ça reste la limite. Et faites attention là-dessus, si vous vous lancez dans ces choses-là, ne mettez jamais vos API directement à l'intérieur. Vérifiez bien, vous pouvez tester l'authentification.
qui est du coup intégré directement, donc vous n'avez pas à y toucher. Et regardez, ça peut être intéressant aussi d'essayer de comprendre un petit peu les erreurs qui se passent. Honnêtement, c'est un peu comme ça aussi que j'ai continué à apprendre. En doctorat, du coup, je faisais de l'informatique sans IA parce qu'il n'y avait pas de chat GPT. Mais ensuite, avec l'IA, ça m'a permis d'aller plus loin, de comprendre certaines choses. Donc, c'était une autre façon d'apprendre par l'expérience, par la pratique. Et euh, pour finir, et après on verra les différentes questions avec le petit bonus, ce qu'il faut comprendre, c'est que vraiment on a une accessibilité totale. Je vous invite à tester Lovable, Bolt, il y en a plusieurs. Il y a des crédits gratuits, donc il y a des abonnements. On a du 20 $ par mois, donc un peu moins de 20 euros. C'est des crédits en fait à chaque fois, mais vous pouvez tous les jours envoyer 5 prompts. Donc enfin, c'est plutôt pas mal de pouvoir tous les jours mettre 5 nouveaux prompts pour votre projet, apprendre petit à petit. Là-dessus, hop, je vous parlerai de ça juste après. Déjà, est-ce que sur tout ça, vous avez des questions, des remarques? Et pendant que vous écrivez, je vais vous parler de deux dernières choses. Euh, Déjà, je vous montre les outils juste après. Comme ça, je vous laisse mettre vos questions et je pourrai répondre dès que vous avez tous mis un peu des questions. On a des formations Vibe Coding, si ça vous intéresse, sur 2 jours et demi. Alors j'ai peur de dire une bêtise, voire 3 jours et demi. Bon, à vérifier. Où justement l'idée c'est d'aller beaucoup plus loin. On a une formation donc Booster IA où on parle aussi de Vibe Coding, de chatbot, d'automatisation, qui dure celle-ci 10 jours. Et aussi actuellement, on est en phase de fin de recrutement pour l'alternance chef de projet en IA qui commence dans quelques semaines et il reste enfin, quelques candidats qui sont très forts puisque Caroline, qui se charge du recrutement, euh, est plutôt sélective. Je ne sais pas si j'ai le droit de transmettre, mais je pense qu'on doit être à 25 candidats sur 130 candidatures. Donc voilà, il y a beaucoup, beaucoup de candidatures et elle est très sélective. Donc il y a des petites pépites. Et si vous recherchez des chefs de projet IA en alternance pour votre entreprise, n'hésitez pas à contacter Sylvain là-dessus. Hop. Et en plus, voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer sur LinkedIn ou par mail, à aller voir la petite chaîne Décoder Demain si ça vous intéresse, à regarder la petite newsletter Sidologie aussi. Et voici le livre blanc en cadeau si ça vous intéresse sur l'intelligence à l'ère de l'IA. Euh, dans tous les cas, je vous mettrai directement un lien, je ne sais pas encore comment, j'ai pas vu ça du tout, c'est de la full impro sur ce point-là, mais vous aurez accès à tous ces éléments. Et au niveau des questions, et après, s'il nous reste 2 minutes, je vous parlerai de Claude et Genspark. Alors, au niveau de vos questions, euh, si on passait du prototype à un site plus professionnel géré par un expert, pourra-t-il reprendre la base développée sur Lovable? Alors, ici, très bonne question. Entre comment ça fonctionne de passer de Lovable à du dev. Honnêtement, deux façons de répondre. La première, c'est que parfois, ça peut juste être du coup un produit que vous avez fait et le dev devra lui recommencer parce que c'est plus simple pour lui. Mais le fait d'avoir déjà fait le produit, en fait, il va directement avoir en tête tous les éléments, les logiques, la structure, l'architecture, ce qui lui fera gagner du temps sur tout ça. Ou alors, il peut aussi repartir, par exemple, Mathieu, c'est ce qu'il fait en fonction des projets. Il va d'abord générer par Lovable, donc Mathieu qui est un développeur et qui s'occupe du bahut l'alternance. Il va d'abord parfois commencer par Lovable, l'exporter sur GitHub et après travailler dessus pour aller plus loin. Donc ici, ça va aussi dépendre des développeurs, de leur façon de faire. Comme par exemple vous, est-ce que vous écrivez à 100% avec ChatGPT? Est-ce que vous lui faites relire? Est-ce que vous co-rédigez? Voilà, ça dépend aussi un petit peu des développeurs là-dessus. Euh, Merci pour la précision. 3,5 jours pour le vibe coding pour la formation, donc 3,5 jours. J'ai pas trop compris la partie API. Alors, juste pour la partie API, en fait, c'est que c'est une clé privée. En fait, qui va vous permettre, par exemple, pour le chatbot, de faire en sorte que le chatbot que vous avez fait avec Lovable puisse communiquer du coup directement pour donner des réponses. Il faut qu'en arrière-plan, on ait Mistral, Claude, ChatGPT ou autres qui fournissent les réponses. Donc pour ça, il y a la clé API.
Mais cette clé, c'est ce qui permet de sécuriser, mais aussi de compter les usages et de vous faire payer. Du coup, si votre clé API est rendue publique, bah, les gens vont pouvoir l'utiliser et en fait, c'est vous qui allez devoir payer pour leur usage. Donc, on peut l'intégrer, mais il faut juste ne la montrer à personne. Et Lovable maintenant gère bien le fait de la cacher. Trois questions. Est-il possible d'intégrer nos brand éléments? Alors, totalement. Là-dessus, pour l'intégration, si vous vous souvenez bien, j'ai montré qu'il y avait un petit ajouter des fichiers. Vous pouvez mettre du coup soit un screen d'une page, vos logos, toutes ces choses-là. Il va directement l'intégrer. Si notre site collecte des données via questionnaire ou des interfaces pour uploader un document, ou sans stocker ces données et ces documents. Alors là-dessus, je ne sais pas si ça va être ici. En gros, ici, pour la côté base de données, on a une database qui est en fait connectée à Supabase. Supabase donc est un outil en fait finalement qui héberge toutes les données. Alors si je me trompe pas, du coup c'est sur des serveurs européens, AWS, Amazon. Et donc vous allez retrouver ça directement ici, une base de données avec le stockage et tout sera affiché et quand il y aura des interactions, ça sera mis à jour automatiquement. Ça c'est super fort parce que honnêtement créer des bases de données et tout ça c'est bien relou. J'avais dû le faire à l'époque, c'est juste long, répétitif et pas très drôle. Et là donc tout est géré automatiquement. Hop, et je retrouve. Est-il possible de vibe coder des applications mobiles? Ouais, je les ai plus gros que le ventre. Non, totalement. C'est possible avec Bolt et Lovable en lui disant. Alors, c'est plus dur de faire passer sur un store directement. Mais par contre, c'est totalement possible et vous pouvez après directement l'utiliser tel quel. Là-dessus, est-ce qu'il y a une limite à Lovable pour les sites, en particulier sur l'indexation de par Google qui n'est pas possible? Alors ça, c'est une bonne question. Honnêtement, j'ai pas encore la réponse. J'ai commencé à rechercher. Je pense que, en gros, la question c'est est-ce que si je crée un outil, enfin, un site avec Lovable, est-ce qu'il sera bien référencé? Oui, oui, mais ça demandera un peu plus de travail, c'est-à-dire qu'une fois que ça sera fait, pour qu'il soit bien référencé, en général, tout ce qui est WordPress ou autre, ils ont déjà des process, des façons de faire. Là, il faudra manuellement que vous lui disiez. Maintenant, mais en gros, la sitemap, ce qu'on appelle la sitemap, qui permet du coup directement d'être bien référencé sur Google, travailler le SEO, travailler toutes ces choses-là. Voilà, il faudra lui dire, il faudra faire soi-même le travail que WordPress fait par défaut, par exemple. Euh, alors, le temps que vous posiez vos dernières questions. euh, Ah, on m'a conseillé l'outil Hostinger. Alors, Hostinger, de base, permet justement d'héberger son site, donc très intéressant pour le nom de domaine. Je trouve que leur outil n'est pas totalement abouti. Ils ont une espèce d'outil de vibe coding, pas totalement abouti. Par contre, en termes de VPS, donc pour stocker en fait tous les éléments des noms de domaine, très pratique. Après, je ne connais pas plus que ça. Juste deux petits éléments que je voulais aussi vraiment vous mettre en avant, histoire d'avoir des petits bonus. Et après, je vous réponds aux dernières questions. Là-dessus, de notre côté, au BAU, on utilise vraiment de plus en plus Claude plutôt que ChatGPT. Alors, Claude ou Gemini. Gemini va être super intéressant parce qu'intégré à l'écosystème Google et donc très fort pour si vous avez différents documents, il y a beaucoup plus de choses à faire, notamment avec tous les outils qu'ils font, vidéo, images, musique, euh, ou du coup Claude. Claude, il devient très très bon. Alors là, j'aurais pas de quoi, si j'ai un élément pour vous illustrer, ne serait-ce que parce que maintenant, il est très fort pour de la mise en page, pour de l'analyse par exemple. Il s'intègre directement sur PowerPoint. Vraiment, si vous avez PowerPoint, vous pouvez ajouter directement Claude dedans. Pareil pour Excel, pareil pour Word. Et là-dessus, je vais vous montrer un exemple. Admettons sur Word. Ici, alors je suis resté dans Claude, j'ai pas installé du coup Word, mais ça aurait pu être la même chose. Alors je sais pas non plus si j'ai le droit de montrer ça, mais en gros, donc petite candidature sur le Learning Show. Et donc, moi je suis très nul en mise en page. Voilà, faut le savoir, la mise en page, je suis très mauvais. Donc, je lui ai donné en fait tout mon texte et je lui ai dit, bah voilà, maintenant, mets ça en page. Et voici ce qu'il m'a fait. Alors, enfin, il anonymise toujours le nom, mais honnêtement, c'est assez bluffant. Regardez, du coup, il a mis directement, hop, la thématique. C'est lui qui a tout créé par défaut. Je vous montre en très rapide, avec des titres, sous-titres, de la couleur. Et c'est directement un format Word que je peux donc directement récupérer. Donc voilà, honnêtement, Claude maintenant est très fort à la fois sur l'écriture, il a toujours été très bon, mais l'intégration Word, Excel,
Excel, par exemple, on peut lui donner des jeux de données et du coup le faire travailler directement dessus pour qu'il fasse les graphiques, pour qu'il fasse les calculs ou autres. C'est bluffant. Et le dernier point que je voulais vous montrer, c'est GenSpark. Cette présentation, encore une fois, je suis très nul en présentation. Et donc, et en plus, j'avoue que ça ne m'intéresse pas trop, pour être 100% honnête. Et par exemple, une conférence que j'avais donnée ici, donc j'avais moi préparé tout le plan, tout le document, tout ce que j'avais à dire, et je vais simplement donner à GenSpark. Donc, hop, GenSpark ici, vous allez. En gros, c'est comme un ChatGPT, c'est toujours le même type d'interface. Donc, GenSpark ici, .ai. Vous avez ici un côté diapositive AI. Hop. Et c'est ici que vous allez pouvoir lui dire, voilà, fais-moi des diapos pour telle chose. Et là-dessus, je lui ai simplement dit, voilà, slide 1, il y a ça, 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 slide 2, il y a ça, ça, ça. Et il m'a fait honnêtement quelque chose. Si vous utilisez Gamma, Gamma, je trouve que c'est pas adapté pour les conférences ou autres. Pour les formations, c'est très bien. Il m'a fait cette mise en page et c'est absolument bluffant. C'est même interactif. Exportable du coup en PowerPoint, en PDF, etc. Et avec presque aucun changement. Hop, donc voilà, on a tout ça, c'est honnêtement très beau. Et cette présentation aussi était générée directement hop, par GenSpark. Donc voilà, honnêtement, c'est deux petits outils en bonus là que je voulais vraiment vous montrer. Euh, donc Claude pour ses avancées en termes de qualité, de connexion, notamment avec Excel, Word, son amélioration sur la mise en page, et GenSpark si vous voulez faire des diapos beaucoup plus beaux. Euh, Peut-être que si vous êtes doué sur PowerPoint et Canva, ça ne vous intéresse pas. Pour tous ceux qui, comme moi, sont très mauvais là-dessus, ça peut vous sauver. Et histoire de... Alors, je suis content, j'ai fini à peu près à l'heure. Euh, Quelques dernières questions, n'hésitez pas. Et sinon, bah, vous avez mon mail pour me poser des questions si vous avez besoin. Et bien sûr, n'hésitez pas à contacter Sylvain directement pour, je l'ai mis juste avant, si vous êtes à la recherche et que ça vous intéresse, du coup, un alternant chef de projet IA. La promotion débute en mai. Donc c'est d'abord 5 semaines de bootcamp intensif et après ils sont déjà opérationnels pour l'arrivée dans votre entreprise. En tout cas, merci à tous ceux qui étaient là. Je vais répondre à deux, trois dernières questions pour ceux qui restent. Sinon, bah, merci à tous ceux qui étaient là. J'espère que ça vous a plu pour, pour ce premier webinaire. On a essayé de réfléchir à un truc qui était sympa, interactif, avec des cas d'usage, mais quelques éléments théoriques et vous donner des bases. Euh, Ici, alors, question intéressante, petit point, c'est vrai, ça fait beaucoup d'outils. Pour les outils, ce que je vous conseille, des fois, la version gratuite suffit. Par exemple, la GenSpark, j'ai une version gratuite, bah, ça m'a suffi à faire cette présentation. Pour Claude, par exemple, alors, nous, on le fait par exemple au bahut, en fonction des besoins, on va être 5 ou 6 à utiliser le compte. Des fois, ça suffit en fait largement d'avoir un compte pour 6, 7, 8. Gamma, on a un compte pour 5. Claude, certains ont un compte pour 5. Spark, ici, j'ai pas de compte. En fait, l'idée, c'est de voir ses usages, voir avec qui on peut le partager. Et on peut drastiquement réduire les coûts comme ceci. Et ne pas vous concentrer sur 25 outils différents. Moi, du coup, ça reste aussi un peu mon métier, aider à faire la transition et autres. Mais en vérité, deux, trois outils maximum, ça vous va très bien. Euh, pour ce qui concerne la génération de documents Microsoft, pourquoi ne pas privilégier Copilot? Alors, très bonne question, et j'avoue que je n'arrive pas à comprendre comment c'est possible que Copilot soit mauvais. C'est-à-dire que Claude est bien meilleur sur la suite Microsoft que Copilot. Si vous essayez de faire, par exemple, euh, finalement de générer des PowerPoint, de faire du travail sur Excel ou autre, euh, parce que je me suis heurté à ça, parce que du coup, on fait aussi, notamment moi, des formations sur Copilot, bah, c'est beaucoup moins bon que Claude. Ah, par contre, il y a quand même des éléments, c'est que c'est plus sécurisé, notamment parce que si toute entreprise l'utilise, ils peuvent bloquer certains accès ou autres. Mais honnêtement et objectivement, c'est beaucoup moins bon que Claude directement qui vient s'implanter. Est-ce qu'il y a une dernière petite question? Moi, je pourrais continuer encore tout l'après-midi, mais je pense que, notamment moi, je dois retourner travailler, donc je ne pourrai pas. Et je pense aussi que vous êtes beaucoup. Donc voilà, une ou deux dernières petites questions si vous le souhaitez. Et j'espère que ça vous a plu. Euh, ouais, c'est possible de changer sur Lovable directement la mise en page. Je vais essayer de vous montrer ça rapidement. Hop. Sur Lovable, en gros, soit on peut communiquer directement avec,
avec lui, mais on peut faire Visual Edit. Et ici, pas tous les aimants sont disponibles, mais on peut directement, ça va s'afficher, faire pour des sites, des titres, sous-titres. Alors là, ça prend un peu de temps, mais en cliquant sur cette option, Edit en bas à gauche, tout va se mettre en surbrillance et vous pouvez directement, alors voilà, hop. Et là, vous pouvez directement, comme vous voyez, sélectionner pour changer, pour éditer visuellement. Comment est-il possible de vendre des produits et sites, enfin des choses sur des choses web codées? Alors là-dessus maintenant, ce qui est aussi intéressant, encore une fois, faites attention là-dessus, mais de plus en plus, il y a des connexions très sécurisées, des partenariats entre Shopify et Lovable, Shopify et Stripe, donc pour le paiement. Euh, donc voilà, ça se fait de plus en plus, et si c'est eux qui gèrent cette partie-là, ça sera plus sécurisé que si vous le faisiez vous-même. Et alors moi, j'utilise honnêtement beaucoup plus Claude que Gemini pour faire les prompts. Et après, si vous voulez aller plus loin, ah, bonne question sur Antigravity. Alors là-dessus, ce que je vous ai montré, donc, c'est le vibe coding. Mais si vous voulez aller plus loin, vous allez pouvoir utiliser donc soit Claude Code, soit Antigravity. Claude Code, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Donc soit vous l'installez directement sur votre espace de travail, soit ils ont leur propre interface. Et Antigravity, c'est pareil. J'ai pas encore utilisé Antigravity, mais on est au même niveau que Claude Code. Et en fait, c'est pour aller encore plus loin. C'est-à-dire que ça, c'est la première étape. C'est ce par quoi j'ai commencé. Et maintenant, moi, je suis sur Antigravity ou Claude Code pour aller encore plus loin. Mais sur c'est pour des gros projets. Claude Code Antigravity, c'est vraiment des gros projets. Euh, en Lovable, du coup, c'est pour des projets un peu plus petits, abordables. Et est-ce qu'on peut proposer un abonnement à une newsletter via un site Lovable? Oui, totalement. Par exemple, sur, via Lovable, vous pouvez faire en sorte et que ça redirige directement sur l'abonnement l'abonnement à une newsletter, en général, c'est généré par la newsletter. Donc vous, ce que vous allez faire avec votre site Lovable, c'est simplement de faire une landing page, voilà, mettre quelque chose en place, et ensuite, la partie du coup abonnement, quand les utilisateurs vont cliquer dessus, ça va renvoyer directement en fait à la page d'abonnement gérée par la newsletter. Et donc ici, c'est la newsletter en fait qui gère toute la sécurité. Donc là-dessus, il y a pas de risque. Vous faites simplement un renvoi et une intégration. Et allez, dernière question, parce que sinon je vais jamais m'arrêter. Dernière question, et après bah, je vous laisserai retourner travailler, et moi aussi. Et voilà, content que ça vous ait plu à tous et à toutes. Euh, Est-ce qu'il y a une dernière question? Hum. Ok, dernière question sur le chatbot. Justement, avec le Webull, on ne pourra pas aller aussi loin que de faire son propre RAG et autres, ou en tout cas, je limiterai un petit peu. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, justement, sur au tout début avec l'éditeur et Claude Code intégré. Justement, c'est pour faire un chatbot beaucoup plus complexe, utilisateur, RAG, renvoi externe et autres, parce que là, ça va demander en fait un peu plus de travail derrière, d'attention, de bien structurer la documentation, de toutes ces choses-là. Donc, pour des gros chatbots, non. Enfin, en tout cas, je déconseille plutôt. C'est plus là, on est sur des petits chatbots, potentiellement avec un ou deux documents, ça peut être possible. Mais voilà, n'allez pas du coup sur quelque chose non plus de trop gros là-dessus. Ou en tout cas, pas au début. Après, à force de l'utiliser, de vous renseigner sur le côté technique et autres, vous allez pouvoir. En tout cas, voilà, on va s'arrêter là-dessus. Je commence aussi à avoir un peu faim. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, du coup, si vous avez des questions, à m'envoyer donc un petit message ou à Sylvain. Vous pouvez aussi lui envoyer pour que je n'ai pas toutes les questions. Si vous avez du coup besoin d'une formation ou autre, bah, n'hésitez pas aussi à vous renseigner. Donc, Sylvain vous a mis directement les liens. Notamment aussi si vous avez besoin d'un alternant, parce qu'il y a des petites pépites là, vu que la sélection c'est 25 personnes sur 130. Et je sais que Caroline est très pointilleuse là-dessus. Ça peut vous intéresser. Et du coup, bah, merci à tous d'avoir suivi. Et peut-être à une prochaine, ou en tout cas sur la newsletter.